Pardon, justement, toi, tu me fais un pont sur un truc que je m'interroge. C'est quel regard tu portes sur, justement, sur la self en général. Et cette image véhiculée où c'est très du... Je compléterai bien tu ta vois. question. Alors quel self? Je compléterai Parce qu'il y bien, en a des voilà. selfs. Hein. C'est vrai. C'est que nous, on connaît. Moi, je connais que le Krav. En gros, après, des fois, tu parles de Kali. Et je crois que c'est une self qui intègre les armes. Kali, c'est un art martial philippin. Notamment, on a Pierrot au club qui a pratiqué et qui pratique encore un peu. Où, voilà, là, on est plutôt sur l'utilisation de bâtons, couteaux, et avec une vraie volonté de pratique armée. Voilà. Après, ils ont toute la partie pied-point qu'on avait travaillé aussi un peu avec Stéphane Pour, qui s'appelle le Padan Toucan, où là, on est plus sur une pratique main libre. Mais en tout cas, par exemple, un pratiquant de Kali me disait, nous, quand on travaille le Kali, on travaille d'abord la distance la plus longue, le bâton, après on travaille le couteau, et on va travailler le main nue à la fin. Nous, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Pourquoi ? Parce que peut-être que dans leur contexte là-bas, social, ils se baladent tous, peut-être, pas tous, mais en tout cas, il y a facilement une machette, une lame ou un rotin, voilà. Bon, bref. Donc nous, on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. Après, au niveau des selfs, il y en a plein. Moi, je me souviens quand j'étais minot et qu'on faisait du judo, ce qui m'éclatait, c'était qu'à la fin du cours, on travaillait le jiu-jitsu traditionnel. Je ne parle pas du jiu-jitsu brésilien. Ouais. Le jiu-jitsu traditionnel, quand on était dans notre tout premier club, on partageait le dojo avec justement un club de jiu-jitsu, et qui est d'ailleurs intéressant. Il y a le Nihon Taijitsu aussi, qui est beaucoup plus martial, mais qui est intéressant, avec beaucoup de clés de projection. Le jiu-jitsu traditionnel se pratique également. Bon, il y a toute la partie technique, puis il y a la partie combat. Il y a le penchak, qui est intéressant. Moi, j'ai rencontré Ropers sur des stages. Voilà, Penchak Silat, le sport de Ropers, j'allais te... Voilà, Jusso, qui est aussi un peu le maître, et puis pas le fondateur, mais en tout cas celui qui a amené ça. Ropers, qui l'a développé, qui l'a médiatisé. Impressionnant comme pratiquant, Franck Ropers. Oui. On avait fait venir dans mon ancien club également Hugo Tronche, pour ceux qui connaissent. Voilà, très rapide, quelqu'un de très athlétique, très souple et tout ça. Moi, j'ai trouvé des aspects au penchak. Alors, je ne parle pas des formes animales, parce qu'ils ont un côté traditionnel. Les formes animales avaient des formes basses qui ont des vertus, enfin, je veux dire, qui ont des qualités sur la musculature, des jambes, sur l'explosivité, etc. Mais bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, puis je ne suis pas spécialiste. Mais en tout cas, sur toute la partie self un peu plus moderne, et notamment celle qu'avait développée Ropers, il y a vraiment des choses très bien, avec beaucoup de frappes à rafale, par contre, beaucoup de prise d'initiative. Nous, peut-être, alors on travaille aussi, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez fait attention sur toutes les départs sans garde, qui est d'ailleurs inscrit dans le programme. On a cette aussi prise d'initiative. Eux, ils travaillent énormément sur la prise d'initiative. Donc on est toujours dans une situation de self, mais avec la volonté de déclencher en premier. Pardon, et juste pour finir, par contre, et pour avoir discuté, je me souviens, on s'est retrouvés à côté lors d'un gala avec Franck Ropers, et j'ai discuté avec lui, et je lui demandais s'il mettait les gants. Et en fait, lui, il m'avait dit non, on ne met pas les gants, on ne fait pas de combat. C'est ce qu'il m'avait dit à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça. Il m'avait dit, parce que je trouve que d'un point de vue efficacité en self, je trouve que c'est même, enfin, je me suis aperçu au fil du temps que c'était même contre-productif. C'est ce qu'il m'avait dit à l'époque. C'est-à-dire qu'on sortait, dès qu'on faisait du pied-point, enfin, qu'eux faisaient du pied-point, ils étaient plus dans dans un combat sportif, comme on peut faire nous aussi à la salle, et qui du coup ils perdaient toute la subtilité, j'allais dire toutes les qualités de leur discipline, qui étaient beaucoup plus instinctives et beaucoup plus self, quoi, combat au corps à corps. Et ça, j'avais trouvé ça dommage, et je trouve ça très bien. C'est aussi ce qui m'avait beaucoup plu dans notre sport, c'est que le combat, c'est 50%. Il y a la self et le combat, et c'est 50-50. Il ne faut pas que l'un prenne le pas. Enfin, en tout cas, c'est lié, mais en tout cas, pas de self sans combat, quoi. Et pas qu'un combat sportif. Pas que du kick ou du... Voilà. Ouais, en fait, ce que je voulais surtout entendre, c'est... tu parlais de Cyril Diabaté, qui parlait de voilà, Mitu Jutsu, tu vois. Pardon, Et c'est vrai qu'il y a une image qui véhicule dans le monde des sports de combat, où c'est quand même, en général,
les gens dénigrent la self. Il y a de tout. Il y a de tout, ça dépend des pratiquants. Ça dépend des enseignants, évidemment. Tu peux avoir des mecs en Nihon Taijitsu, on en avait un ou deux au club des Shaolin à Toulouse, très bons. Tu peux avoir des mecs en Pachak très bons. Tu peux avoir des clubs avec des mecs qui ont une approche peut-être un peu moins réaliste. Tu peux avoir des pratiquants de Krav qui sont... Je pense que c'est vraiment dû à chacun, à l'implication que tu as dans... Et puis avec le but de recherche de réalisme et d'efficacité. Toujours pareil, comme on disait au début, je pense pas qu'il y ait de discipline meilleure que l'autre ou quoi. Je pense que tout est intéressant et dans les arts martiaux et les sports de combat. Pendant un moment, je me souviens que j'ai essayé d'aller faire le maximum de stages. Je suis allé voir du rapide défense avec Roca, que j'avais trouvé intéressant. Il avait développé aussi toute une méthode sur le textile. Je suis allé voir du tribal défensif avec notre ami David Tayeb qui est venu en stage chez nous, qui était très bon aussi. BSD avec mon ami Eric Thiraud. Enfin voilà, j'avais regardé le Penchak. Voilà. Après, c'est une histoire de sensibilité, c'est une histoire d'identification à une discipline. Je dirais pas qu'il y en a de moins bons que d'autres. Et la guerre entre les sports de combat et la self, c'est vraiment pareil. C'est une histoire à mon avis, d'humain plutôt qu'autre chose, parce que les finalités sont pas pareilles. On en parlait tout à l'heure. Hein, quand tu es dans une cage, il faut avoir le courage d'y aller. Ça, il y a pas de souci. Le MMA, à mon avis, c'est un des sports les plus complets. Et pourtant, moi, je me régale le plus, je vais vous le dire, même si vous ne m'avez pas posé la question. Moi, ce qui m'a toujours le plus plu, c'est anciennement le K1 et le Glory. J'adore le strike, j'adore le pied-point, et je trouve qu'au Glory, là, il y a un niveau de dingue. Et ça me plaît beaucoup plus que de voir du MMA. Bon, maintenant, même s'il y a une grande part de striker, mais pendant un moment, le MMA, c'était beaucoup de sol aussi, ça m'intéressait beaucoup moins, par sensibilité. Ça revient pas mal. Le dernier UFC, c'est les lutteurs qui gagnent. Voilà, alors là, regarde John Jones qui a gagné. Soumission à la lutte. Voilà. Que ça, là, voilà. Les femmes, pareil. Là, je te parle des combats de 4 à 6 heures. Voilà. Ouais, voilà. Les lutteurs moi, je me régale beaucoup plus à voir du pied-point. Donc, tout ça pour te dire, la finalité n'est pas la même. Je me souviens, ça m'avait marqué, et c'est un des grands aussi préceptes de certains détracteurs de la self. La self, c'est un sport de victime, et les sports de combat, et notamment le MMA, c'est un sport de combattant. Ah ouais, pourquoi ? Parce que de toute façon... dans les sports de combat, c'est les mecs qui veulent apprendre à se battre, et dans les sports de self, c'est ceux qui veulent apprendre à se défendre, et puis souvent des gens qui ont été malmenés, etc. Voilà, je trouve ça ridicule. Ouais, je trouve c'est un peu réducteur chez vous. Mais oui, mais ça sort souvent comme ça. Et je me souviens, c'était un élève qui m'avait dit ça, qui était d'ailleurs en plus il était ceinture marron, mais bon, c'était un combattant quand même. Il me dit ouais, de toute façon le Krav c'est un sport de victime, et le MMA c'est un sport de guerrier. Bon, alors moi je vais te dire, au MMA il y a des trompettes, hein, et comme il y a des trompettes au Krav aussi, et il y a des très bons combattants et des gens qui essaient de faire de leur mieux sur les deux sports. Donc tout ça, à mon avis, ce sont des faux débats, parce que la finalité est pas la même. Mais est-ce que tu veux me faire dire quelque chose? Non, du tout. Mais une phrase de David Tayeb, justement, qui m'a marqué lors de son stage, qui avait dit justement que le Krav il y a 20 ans n'est pas le Krav de maintenant. Il avait dit le Krav il y a 20 ans, c'était nul. Je crois, je l'ai noté en plus, ce mot. Alors. Et que l'impression que j'ai, c'est que le Krav Maga s'est nourri. C'est l'impression que j'ai, et ce qui me plaît, c'est nourri des autres sports de combat. Ah, bien sûr. Oui. Alors, bien sûr, le Krav Maga s'est nourri. Alors, on dirait pas peut-être s'est nourri, mais en tout cas a évolué, et tant mieux. Il y a quelques années encore, même dans la fédération, j'allais dire phare, entre guillemets, hein, la plus connue en tout cas, il manquait du sol, il manquait de la lutte, il manquait du combat un peu plus complet, il manquait de travailler les techniques dans des modes dégradés. Moi, j'ai aussi travaillé avec anciennement les gars du KM Raid, hein, puisque ça n'existe plus trop le KM Raid, mais bon, bref, en tout cas. KM Raid, c'est-à-dire avec le raid de la police ? Non, pas du tout. C'était un courant aussi, pareil. Enfin, c'est même plus. C'était pas une fédé, c'était un groupe. Ouais, c'était un groupe. Oh, okay. Hein, c'était Krav Maga Recherche et Développement. Il y a le logo sur le site. D'accord. Je savais pas non plus ce que c'était. J'avais pas compris ce que c'était, mais il y a le logo. Pour X raison, c'est quelque chose qui n'existe plus. En fait, ça s'appelle plus KM Raid. Mais bon, bref, en tout cas, il y avait quelque chose d'intéressant.
techniquement, c'était beaucoup plus épuré, volontairement. Hein. C'était un parti pris, mais par contre, il y avait le travail en dégradé. Tout ça pour te dire que c'est aussi intéressant de ne pas travailler que la technique propre et dans un but de passage de grade. C'est pour ça, je ne sais pas si vous avez vu, lors des cours, nous, ce qu'on essaie toujours de faire, c'est d'abord un apprentissage technique, parce que quand même, on s'aperçoit qu'au final, les élèves sont bien plus complets lorsqu'ils ont un bagage technique, clairement. Voilà, ben ouais, mais c'est pas évident pour tout le monde. Et après, une fois que la technique est assimilée, et c'est toujours pareil, c'est une question de temps, on essaie de la mettre dans des situations dégradées où on voit que finalement, si l'attaque n'est pas hyper propre, eh ben on n'arrive pas à le restituer de manière hyper propre, etc. Voilà, il faut travailler ça. Maintenant, c'était quoi le but? La question au début, t'es parti. Non, c'était ça de... Excusez-moi. Comment ça s'appelle, que le Krav Maga a évolué. Donc, oui, alors le Krav Maga a évolué, effectivement, et c'est très bien. Il y a quelques années, ils ont intégré du sol. Vous l'avez vu, on l'a travaillé. Il y a des amenés au sol, single leg, double leg. Il y a des balayages, il y a des projections. Ça y était déjà. Il y a un peu plus l'aspect... voilà, ça, effectivement, le MMA l'avait. Mais le MMA, c'est quoi? C'est aussi... mixte. Ouais, voilà. Un mélange. Par définition. Alors nous, ça peut être mix, mais en fait, c'est aussi s'adapter à ce qui se fait, ce qui existe. Il y a des années de ça, c'était assez rare. On va parler de 10, 15, 20 ans. À mon avis, c'était beaucoup plus rare de tomber sur un mec dans la rue qui avait du sol, qui avait du qui avait du grappling, pardon, et de la technique au sol. Maintenant, ça peut arriver, donc tu peux pas... Et puis même, on l'a vu plusieurs fois, même sur des situations ou des jeux à la salle, un combat par debout, très rapidement va venir à s'attraper les textiles au corps à corps, donc il y a de la lutte, et il va y avoir un déséquilibre, et donc il va y avoir du sol. Donc on est obligé d'avoir tout ce panel-là. Et tant mieux que le Krav Maga évolue, et je trouve que c'est hyper riche dans la discipline. Par contre, alors après, il fallait faire avec un programme qui est un peu figé, il fallait le faire évoluer. Mais bon, heureusement, ça marche. Et puis même à nous d'aller le chercher. Après tout, je me souviens que pour avoir discuté avec quelques gradés très très bons, ils me disaient, mais... Et j'en suis entièrement d'accord. Après tout, c'est aussi... Le Krav Maga existe parce que c'est pas qu'un mix. Il est basé sur des principes. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et c'est ça qui fait que c'est du Krav Maga. Il y a une histoire, mais en tout cas, il y a des principes qui régissent le programme technique et l'ensemble des techniques. Et tu te dis, si jamais tu es tenté d'aller voir ailleurs ou de prendre des choses venant... Parce qu'après, c'est libre. Après tout, tu peux te dire, ouais, bon, je vais aller chercher partout, je vais ramener tout ce qui est de meilleur à droite, à gauche. Mais non, ça marche pas. Parce que faire un espèce de mix, de mélange, d'amalgame brut comme ça, sans avoir de lien, ça peut pas marcher. Donc il y a quand même une structure, il y a quand même des principes qui font que c'est du Krav Maga et pas autre chose. Hein. C'est pas une self ou autre. C'est des principes de logique, de distance, enfin, bon, tout ce qu'on a évoqué. Et même si ça a évolué, et même si de la lutte a été intégrée, du sol a été intégré, etc., il y a toujours la même recherche. Tout à l'heure, entre midi et deux, on faisait une technique d'amener au sol. Tu m'as dit, est-ce que je peux rentrer, poser un genou à terre? Oui, tu peux poser un genou à terre, mais rentrer pleine vitesse pour faire un arraché et planter un genou à terre sur un tatami et faire la même chose sur du bitume, c'est deux choses différentes. Tu vois, la finalité et ce qu'on doit avoir en fil conducteur, c'est toujours la même chose. Ouais, la rue et surtout l'intégrité physique, la réalité du terrain, la stabilité, tu vois, il y a tout ça, la rue. Tu vois ce que c'est King of the Street? Oui, c'est intelligent. Ouais. Très, ouais. Moi, j'invite tous les gens qui regarderont cette émission d'aller jeter un œil. Ouais. Et le French Viking. Ouais. Non, bien sûr. À l'époque, il y a eu aussi les Dog Brothers, vous connaissez? Une histoire de génération. Les Dog Brothers qui ont été les premiers à se mettre dans des bois et à se tartiner réellement avec des vrais bâtons, enfin des rotins. En allant jusqu'au bout, en se mettant des vrais gifles et des vrais coups pour pouvoir, pour pousser le réalisme le plus loin possible. Après, dans KOTS, ce que je vois, c'est qu'il y a les mecs qui ont un différend à régler, c'est-à-dire, on va dire, hooligan Barcelone, hooligan Madrid. Ils vont là, ils règlent leurs affaires, et après, il y a les mecs qui vont combattre un inconnu. Pour moi, c'est pas pareil, c'est... Non, mais ça peut être intéressant pour voir ce qui marche pas, déjà, ça c'est vrai, mais encore une fois, on est quand même dans un cadre, même si c'est quand même libre, hein, là, pour le coup, c'est libre. Mais bon, voilà, après, il y a cette volonté, est-ce qu'on est vraiment sur... Ils sont très chauds. Ah oui, ils sont très chauds. Il faut être motivé. Mais le bar knuckle est intéressant.
Oui. Le bare knuckle est intéressant, la boxe main nue, parce que au niveau des techniques, bon, je pense que de toute façon, enfin, c'est pas je pense et je suis pas le seul à le penser, les techniques de poing quand même en confrontation restent hyper importantes à maîtriser, et le bare knuckle amène, bon après c'est vraiment issu de l'anglaise, mais amène quand même je trouve quelque chose d'intéressant. Et puis c'est pas de la bagarre débile. Mais ce qu'on voit, c'est que les mains nues, c'est efficace. C'est aussi ça qu'on Les voit en menus, bare c'est knuckle, efficace, c'est- mais attention, hein, on l'a souvent dit en cours, et on a des exemples à ne plus savoir qu'en faire. Les menus, il faut le faire d'une certaine manière, quoi. à Pour éviter de se l'entraînement. péter les doigts. tu veux dire. Ouais, bon, alors après, si tu te pètes la main sur la pommette Sur un ou nez. l'arcade de quelqu'un, bon, je pense qu'il va le sentir Il aussi, y aura tu un vois. partout, ouais. Voilà. Mais bon, voilà, après, c'est une histoire aussi, pareil, de contexte. S'ils sont deux et qu'au premier, je me pète la main et que ma main, voilà, après, la suite, c'est compliqué. Voilà. Tout est une histoire de contexte. J'ai un ami qui m'avait fait une remarque marrante, donc un ami notamment qui fait du MMA. Il m'avait dit si le Krav Maga était le meilleur sport pour se battre, les mecs du Krav seraient en haut de l'affiche à l'UFC. Oui, bon, Je ouais, trouve ça marrant. c'est ce qu'on disait déjà à l'époque c'est ce on disait déjà à l'époque à Richard, hein, qui pourtant, Douillet a quand même enseigné dans des unités aussi d'élite, Raid, Gige et tout. Hein. Oui, oui, Bon, GIGN. bref. Mais effectivement, mais en même temps, la finalité est pas du tout là, quoi. Donc Ouais, la finalité est plutôt là. Ça, je l'ai compris. Après, tu peux avoir un pratiquant de Krav qui fait du MMA aussi, qui sera très bon en MMA parce que il se sera entraîné pour le cadre de ce combat sportif qui est, attention, là, moi je ne dénigre pas du tout les MMA, hein. Je pense qu'au niveau, enfin, ça fait des athlètes vraiment complets. Là, on voit un niveau de dingue. Ah, Hein. moi, je suis très fan du MMA. Niveau cardio, c'est des tueurs. Et c'est un peu frustrant. Je te dis ça, pourquoi? Parce que ben, le coup au parti efficace dans la rue, là tu le mets, y a pause, tu vois, genre ah désolé, j'ai pas fait exprès, le mauvais réflexe, le coup au parti. C'est la différence entre un sport de combat, oui, le mot sport. Non, je suis d'accord. Mais je t'avoue, le front kick, moi ça m'arrive de le mettre là. Ouais. Et en fait, ah désolé, j'ai pas fait exprès, mauvais réflexe. Alors c'est marrant ce que tu dis, parce que pendant des années aussi, les détracteurs aussi de la discipline et du Krav résumé, ouais, de toute façon, le Krav c'est du kick, ou enfin du sport pied-point et coup au parti. Bon, mais non, il y a autre chose, heureusement. Il y a plus. Mais effectivement, après, attention, les coups au parti, ça fait pas tout. Hein. On a eu, notamment, dans notre ancien club, on avait un gars immense, plus grand que toi, Ouais. qui était videur, qui chaussait du 56 fillettes, je sais pas combien, mais non, je rigole. Mais, Oui, non, mais un bon besto. et il me disait qu'il avait déjà shooté plein fer des gars partis, mais plein fer, hein, et que sur le coup, il avait des fois eu des surprises, des mecs qui tombaient pas tout de suite, quoi, parce qu'ils étaient peut-être sous-produits, ou parce que, voilà, après, ils retrouvaient souvent un quart d'heure, 20 minutes après, en train de vomir, trip et boyau, et peut-être qu'il s'était pas bien, il y avait peut-être hémorragie, bon, bref. Ouais. Mais on peut pas résumer à une technique, et il y a aucune technique qui est miracle. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Oui, il faut arriver à le placer, tout ça. Mais par contre, c'est vrai qu'on est sur autre chose. Un combat. Moi, vraiment, je dénigre pas encore une fois les MMA, au contraire. Et la remarque de mon pote me fait rire. Enfin, avec du recul, ça me fait rire. C'est la finalité qui est pas la même. C'est d'un côté, il y a des mecs qui veulent pas forcément se battre, il y a pas besoin. Ils veulent pas forcément aller dans la cage. Ouais. S'il y a besoin, ils le feront, ils iront efficacement. Et puis la finalité est pas pareille. C'est vraiment un sport qui demande d'avoir un gros cardio, qui demande d'avoir des aptitudes debout et au sol. Mais tu sais que bon, il y a du ground and pound maintenant en France. Avant c'était plutôt pancrace, et puis maintenant voilà. Mais tu risques pas. Enfin si, tu risques d'en prendre. Tu risques le chaos, c'est quand même. Les bon voilà. Aussi, tu risques de te faire endormir, bien sûr, et les frappes, il faut pas négliger. Non, je dis pas ça, mais la finalité est pas la même. Tu es parcaté de poids. Ça déjà, ça fait aussi la diff. Et puis voilà, il y a quand même aussi, par exemple, on prend le MMA Factory, qui est un des plus gros clubs et qui fait les plus grands champions en France. Son président est Sarfati, Benjamin est un 5e dan maintenant de Krav. Il continue, je pense, à enseigner. Il avait amené certains de ses élèves, je les ai vus sur vidéo, hein, parce que je les fréquente pas en direct, au Krav, et il trouvait d'ailleurs, les mecs ont dit qu'ils trouvaient qu'au Krav on avait quand même, pour un sport de self-défense, un bon niveau au pied-point, clairement. Donc voilà, je pense qu'il y a des liens, je pense que c'est deux choses différentes et qu'il y a des liens. Et des fois j'aime bien faire le lien, c'est-à-dire que les collègues du MMA, je les invite à venir voir chez toi.
que les personnes chez toi, Sylvain, il est venu tester. Et c'était un entraînement intéressant, un coach intéressant, parce que bon, il y a plusieurs coachs à TFT. Donc il y a plusieurs sensibilités. Il y a un coach qui va te faire du JJB, du grappling, et d'autres ils vont te faire du striking, du debout, du pied-point. Oui, bien sûr. Mais j'aime bien faire la passerelle. Ouais, bien sûr. Que ce soit chez les filles, parce que des fois ils font des trucs spéciaux filles de l'autre côté. Hyper intéressant le JJB. Alors, pour sortir du MMA et parler du JJB, je trouve que le JJB en défense personnelle est hyper intéressant et c'est un complément pour nous top. Il faut d'ailleurs qu'on travaille le plus possible. C'est vraiment intéressant. Après, toujours pareil, après passer JJB, on est beaucoup sur la technique et vraiment c'est technicien hors pair, hein, clairement, avec une utilisation du textile, enfin du kimono, dingue. Et puis vraiment, il y a un niveau technique pour avoir une ceinture noire du JJB, je crois que c'est minimum 10 ans, avec de la pratique, assidue, enfin voilà. Mais pareil, je pense que c'est intéressant pour nous, hein, juste pour nous. Hein. Si après tu te lances dans le JJB, vas-y, fonce, fais la compète. En plus, la compète est intéressante à JJB. Et puis, j'ai un pote qui en fait. Et je pense que c'est passionnant comme sport, vraiment. J'aimerais d'ailleurs avoir le temps de m'y mettre, sérieusement. Mais pour nous, il y a une certaine partie qui est intéressante et pas le reste. C'est pas réaliste. Aller volontaire. C'est pas très réaliste. Non. Moi, je dirais pas que c'est pas réaliste. Parce que je la pense rue, que tu peux endormir un mec très rapidement, l'immobiliser, casser une articulation. Je pense que il faut pas du tout. D'ailleurs, on l'a vu il y a pas si longtemps. Il y a une vidéo qui a tourné d'un champion de JJB. Ouais. Qui endort un gars qui se fait engrainer dans un métro ou je sais pas où. Et il le retourne, il le prend. Ouais, je l'ai vu. Et puis même, bon, là, si on parle de MMA, mais tous les débuts de l'UFC. Oui. je me sur du bitume, tu peux pas. Alors, c'est pas ça. Le bitume, je pense qu'une fois que tu as l'adrénaline, ça passe. Par contre, si on veut rentrer un peu dans le contexte, si jamais aller volontairement au sol avec quelqu'un et passer du temps au sol avec lui à essayer de l'immobiliser, le finaliser, ça, je pense qu'il y a beaucoup moins d'intérêt pour nous. Pourquoi ? Déjà, il l'a amené au sol, la chute, le revêtement, etc. Peut-être un trottoir ou quoi. Bon, ça, c'est une chose, mais à la rigueur, tu passes. C'est les collègues. Mais les collègues. Tu peux prendre un pied-bouche rapidement. Pied-bouche, très facile. Donc, il faut avoir ce bagage, une base sur ce bagage, mais pour nous, c'est encore une fois la finalité, le contexte. Pour nous, c'est pas une finalité. Du coup, toi, tu encourages un peu ceux qui voudraient pratiquer la self, de pratiquer aussi un sport de combat à côté ? Si vous avez le temps et si vous avez la motivation, oui. Jamais je dirais, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit à vous, enfin au contraire, hein, je vous ai dit, allez-y. C'est vrai. Moi, il s'est trouvé que quand on est tous partis un peu du premier club, le premier club sur Toulouse, hein, parce qu'il y avait un groupe, vous savez, des fois c'est des histoires de cycle, bon, tous les anciens, on est partis tous de notre côté, bon, il y avait une émulation, il y avait un groupe qui s'est dissous, pour plusieurs raisons, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et là, comme il n'y avait plus de job de crave, je suis parti faire de la boxe thaï, et tout ce que j'ai appris là-bas m'a servi. Clairement. Et donc, oui, je dis que ça sert toujours. Après... Tu continues, toi, à pratiquer d'autres sports ? À côté ? Ouais. Oui, plutôt pied-point. Ouais. Hein ? Non, oui, le petit détail. Ouais. Non, oui, faire un gros plan. Maquillage. En tout cas, quand tu pratiques et quand tu enseignes surtout, le gros travers, c'est d'arrêter de s'entraîner. Ouais. Arrêter de s'entraîner dans ta discipline et puis même arrêter de s'entraîner. Voilà. Donc moi, ce que j'essaie de faire, évidemment, à la base, c'est de rester en forme. Donc après que ce soit cross-training ou course à pied, voilà. Mais après, j'essaie de mettre les gants dans des clubs. Alors c'est par sensibilité, c'est toujours pareil. Avec le temps que j'ai, qui me reste, le peu de temps qui me reste, j'essaie de m'entraîner en pied-point. Voilà, heureusement, j'ai des potes qui ont des clubs, j'ai des potes qui ont du niveau. Donc voilà, on trouve toujours à s'entraîner. Et puis aussi dans ma discipline. Parce que forcément, quand tu enseignes, il faut rester au niveau. Autrement, tu perds très vite. C'est ça le risque sur l'enseignement, c'est que ça t'amène beaucoup de choses, mais très rapidement, si tu continues pas à te maintenir, tu n'as pas la même implication. Voilà, une grande discussion qu'on avait avec pas mal de profs, quelle que soit la discipline. Ouais, mais moi j'arrive à m'entraîner. Alors il y en a certains qui s'entraînent pas du tout. Et oui, mais moi j'arrive à m'entraîner pendant que je fais le cours. Chapeau. Mais moi je trouve que tu n'y mets jamais la même dynamique. Voilà. Jamais la même dynamique, tu mets jamais le même peps, la même implication dans un cours.
si tu es dedans, parce que déjà tu vois pas tout. Et tu es obligé de voir les élèves pour les voilà, exactement, tu peux pas tourner, t'as pas le cardio est différent, l'implication est différente, bon, voilà, l'approche est différente. Non. Donc ça veut dire qu'un cours, si vraiment tu es là, tu le suis, tu le dynamises, ben, tu es là à 100%, tu peux te donner, enfin je veux dire, t'impliquer un peu physiquement sur les démos, pour que ça soit explosif. Être là aussi, tu donnes de l'énergie. Quand tu es dans un cours, tu as vu, quand tu essaies de motiver les gars, que ce soit sur des cours du midi ou même des cours du soir, où les gens sont peut-être des fois un peu plus fatigués ou quoi, tu vois, il faut arriver à influer cette dynamique-là, tu vois. Autrement, bah, si toi t'arrives pour donner un cours et que t'es mou, bon, ça va un peu se ressentir, quoi, tu vois. Donc il faut avoir ça. Et c'est vrai que si tu t'entraînes en même temps, bon, c'est compliqué. Donc ça veut dire que tous les cours que tu donnes, bah, tu t'entraînes pas. Et là, forcément, après, ça demande du boulot à côté, quoi. T'entraînes beaucoup, toi? Tu fais beaucoup de... J'essaie, j'essaie au moins, en plus des cours, j'essaie de m'entraîner 2 ou 3 fois par semaine, ouais, j'essaie. Ça fait des bonnes semaines, quand même. Ouais, ça fait des bonnes semaines, surtout que, vous avez compris, hein, j'ai un boulot à côté, j'ai une vie à côté, donc voilà. Donc il faut un entourage hyper compréhensif. Donc t'as 2-3 entraînements réels, t'as 2-3 entraînements avec nous en tant que coach. 5, quand même. Oui, mais t'as, non, je fais pas les 5 à moitié, il les fait... Non, ouais, mais je fais pas les 5 cours. Hein, il les fait mollo. C'est là aussi, on en revient à la discussion qu'on avait en début de podcast. Quel est l'avenir pour le club? Est-ce qu'on multiplie les créneaux? Oui, mais il faut les profs. Il faut les assurer. Et pour le moment, vous avez compris qu'on est tous... aucun de nous n'est rémunéré, ne vit de ça. Et c'est très bien. C'est encore un autre débat, c'est encore une autre approche. Mais je pense que quand tu mets... après, je connais des profs qui vivent de ça et qui sont très pros et qui sont très bons. Et voilà, il n'y a pas de souci. Mais je pense que quand ça devient ton business, quand ça devient ton gagne-pain et tout ça, l'approche n'est pas la même. J'ai pu le constater. Parce que le rapport avec la discipline est différent. Alors attention, quand tu es pro aussi, tu as peut-être beaucoup plus de temps pour t'entraîner, t'impliquer, tu es meilleur, tu es peut-être sûrement meilleur. Tu es peut-être beaucoup plus disponible, beaucoup plus focus. Mais je pense, quelle que soit la discipline, je travaille aussi un peu dans le milieu de la moto depuis plusieurs années. Moi, j'ai connu des gars passionnés. Je pense que quelle que soit la passion, au bout d'un moment, quand c'est ton quotidien, H24, que c'est ton gagne-pain, c'est plus... On peut parler rugby. Moi, je sais que j'aurais jamais pu être pro. Parce que le rugby, c'était ma passion, j'ai adoré, et je me suis dit que si je devais faire ça tous les jours, je sais pas combien d'heures par jour, au bout d'un moment, il n'y a plus de plaisir, c'est juste un métier, c'est une contrainte. On a parlé d'une connaissance qu'on a en commun, d'un ami commun. Oui. Et qui m'a fait sur le rugby la même réflexion. Et je me souviens du boss de l'ancien club où j'étais, m'avait dit au bout d'un moment, c'est bon. Alors, on lui parlait de ça, on lui parlait de Crave H24, et au bout d'un moment, il n'en pouvait plus. Et je le comprends. Il était identifié que là-dessus, et puis même, enfin voilà, je crois que quelle que soit ta passion, après c'est un parti pris, très perso. Enfin, moi, je trouve ça incroyable, les gens, je les admire vraiment, qui mangent, dorment, vivent leur sport. Et qui n'arrivent pas à se lasser. Je vois certains coachs là, qui sont H24 sur le rugby ou le foot ou peu importe. Où j'en connaissais un aussi très très bon en crossfit, et je pense qu'au bout d'un moment, le crossfit, tu fais des coachings toute la journée, tu fais des coachings collectifs le soir, tu vas te former à côté, c'est bon, le week-end, lâchez-moi avec le crossfit, tu vois. Après, c'est mon point de vue. Et donc, du coup... L'alimentation aussi au crossfit, attention. Hein. L'alimentation, la diète, devant tout. Hein. Abdos visibles si possible. Ouais, ce que tu peux retrouver d'ailleurs dans certains sports de combat quand tu as des objectifs de compétition. La diète, qui est vraiment un gros pavé. Cutting. Ouais, mais il y a trop poids déjà. Il y a trop poids dans ta KT et tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est, voilà. Après, nous, on a trouvé cet équilibre-là avec les autres instructeurs, où on arrive à garder cette passion. C'est quand même des contraintes de temps, c'est des contraintes d'énergie, c'est des contraintes financières aussi un peu, tout ça, mais on garde cette passion et c'est ce qui nous anime et tout ça, voilà. Petit compliment au passage, le club il est familial, vas-y. Tu prends, et c'est très sympa les soirées bar comme on a pu faire en décembre. Tu vois le fait que les profs soient bénévoles, ça crée un esprit club cool,
ou Les tournées générales. C'est pas l'usine, ouais, les tournées générales. À l'image, bon. Non, mais c'est quelque chose que moi, personnellement, quand De j'ai charcutes. découvert le club, c'est ce que j'ai apprécié, c'est qui m'a fait envie de rester. Bah, en fait, on essaie de développer ça, et ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure sur l'entraide. C'est un sport individuel, mais que tu ne peux pratiquer que si tu as un binôme. On est OK. Et plus tu as du niveau moi c'est toujours ce qu'on a voulu favoriser, plus tu as du niveau dans ta salle et plus tu as des avancées et plus ça va tirer déjà, si on peut parler vraiment de vitrine, mais en tout cas ça sera sympa pour l'image du club, mais c'est pas ça le but recherché, vous avez compris. Mais en tout cas ça va amener du niveau et ça va amener des bons binômes d'entraînement. Et donc ça va tirer aussi tout le monde vers le haut. Voilà, c'est dans ce sens-là que je disais que c'est important aussi de favoriser ceux qui viennent, ceux qui s'impliquent, ceux qui sont dans un processus de passage de grade. Et voilà, ça n'empêchera pas que chaque année, on a notre lot de personnes qui viennent, et qui ont vu la lumière ou veulent essayer, et puis partent sur autre chose. Mais il n'y a pas de souci, moi, avec ça. Même, tu vois, ce que tu dis, moi j'adore tourner les ceintures noires. Bah, bien sûr. Je trouve ça génial. Et alors, ce que je trouve très dommage, c'est les clubs où on sectorise les niveaux. Alors après, des fois, ça peut être intéressant de sectoriser de scinder pour arriver à travailler du spécifique. Mais ce qui est dommage, c'est que tu n'auras pas ça. Et moi, je me souviens quand j'ai appris, c'était comme ça. Moi, je bossais avec mon pote, on était ceinture jaune, blanche, ceinture jaune, on était dans notre coin. Et puis moi, ce que je voyais, c'était les mecs qui étaient au fond, parce que c'était géographiquement, c'était comme ça. C'est ceux qui étaient là-bas. Et je dis, ouais, c'est ça que je veux faire. Et alors, petit à petit, tu vois, tu te rapproches. Au bout d'un moment, tu dis, ouais, excuse-moi, tu peux me montrer ça. Et voilà. Et puis, au fur et à mesure, tu crées des liens et tu essaies de tourner avec eux. Et voilà. En fait, tout ça pour te dire que cet esprit club, ce qui est dur, c'est d'arriver à avoir, c'est un équilibre très complexe, complexe, c'est d'arriver à avoir une bonne ambiance en travaillant sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bon, ça, je pense que c'est pour tout le monde pareil. En fait, on essaie de tendre à ça. C'est-à-dire, travailler sérieux, on va se filer physiquement, arriver aussi à garder l'attention de tout le monde, que ce soit pas, tu vois, la fête à honneur, enfin le Club Med, là, c'est le côté peut-être un peu martial, où tu essaies de poser des règles, de garder l'attention des gars, de garder le sérieux, parce que même si on peut avoir une bonne ambiance, et quand je dis bonne ambiance, c'est aussi la volonté de s'aider mutuellement. On est des binômes, on est on n'est pas des adversaires quand on bosse même en combat, tu vois. On est vraiment en binôme. Je trouve pas mes mots, mais voilà, l'idée c'est ça. On n'est pas sur un truc individuel, on peut pas, autrement on peut pas pratiquer. Partenaire, merci. Voilà, on est partenaire, on n'est pas adversaire. Et donc voilà, et on cherche à garder ça en travaillant sérieux, même en se faisant mal physiquement et tout ça, parce que c'est aussi le but. Ce qui est souvent reproché aussi au Krav, c'est de faire du Krav un peu dilettante, un peu gentil. On vient, on fait 3 exos, on a vu une petite parade, voilà. Et voilà, nous, on a essayé de sortir de ça. Le côté de ce que je disais, où tu vois un peu de la self, ou alors sans être méprisant, parce que je connais pas les autres disciplines, mais quand tu vois le Wing Chun, ça fait... Attention. Ouais, alors après, un bon pratiquant de Wing Chun, je pense, peut être efficace quand aussi. Tu vois certaines vidéos qui tournent, t'as l'impression que c'est plus de la chorégraphie oui, puis alors après, ça dépend des clubs. Tu as peut-être des petits clubs où il y a moins de monde et où il y a moins de niveau. Voilà, chacun fait. Quand on est parti, enfin, quand on a créé ce club, au début, pour tout vous dire, j'avais fait des flyers et tout. On avait fait des flyers, on avait les casques où on s'envoyait. Bon, au début, je me suis dit, je pars et on va faire un truc, quitte à être peu nombreux et de pas avoir de soucis de commercial, de rentabilité, on va faire un club de bourrin. Ouais, pas de bourrin, mais en tout cas, on voulait que ça soit dur. Ouais. On voulait que ça soit dur. Et on s'est dit, tant pis, ça filtrera et on prendra uniquement les gens. Élitiste un peu. Voilà, ouais, élitiste, voilà, enfin, en tout cas, dans le sens, oui, pas ouvert à tout le monde, que la sélection allait se faire... naturellement. Pierrot se reconnaîtra dans ce que je vais dire, à la Darwin, naturellement. Naturellement, voilà. Et puis finalement, c'était très compliqué de faire ça, parce qu'on serait resté à 4 ou 5, je pense. Et puis je suis content de l'avoir ouvert, en fait.
parce qu'on a rencontré des mecs super et on a toujours notre lot d'adhérents ou d'adhérentes, enfin hommes, femmes qui vient et au départ tu dis bon ben là ça va être compliqué, il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de cardio R1 et en fait tu as des révélations terribles et ça c'est hyper enrichissant.